En tout cas, j'essaye. Quand il peut. Alors, d'abord, je veux une fois de plus remercier Radio Galère, son équipe, ses chroniqueurs, parce que je sais qu'avec eux, il y a une écoute attentive et des interpellations qui sont intempestives, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas dénuées d'intelligence. Ça dépend pour qui. Passons. Mais le sujet d'aujourd'hui est très brûlant et il me tient très à cœur. J'explique pourquoi en 30 secondes. C'est que j'ai fait des études d'économie et en licence à l'université, j'ai fait une mention qu'on appelait développement. Et quand on dit développement, ça veut dire que tu as une licence, c'est ça. Voilà. Que tu es cultivé, que tu as en plus des compétences. Non, c'est pas ça. Continue. Non, la mention, ça portait en fait sur les pays sous-développés. Et c'était il y a plus de 30 ans. Donc, si tu veux, sur cette question, je l'ai traitée à l'université. J'ai vu aussi ce que ça pouvait donner, parce que j'ai vécu dans un quartier populaire pendant une vingtaine d'années, hein, exactement dans le 93, dans une ville qui s'appelait Blanc-Ménil, oui, tout en travaillant pour la mairie. Et si tu veux, donc, j'ai à la fois une connaissance théorique de l'université et puis j'ai vu des choses. Bon. Une fois dit ça, je pense qu'il faut aussi avoir, essayer d'avoir un regard critique sur tout ce qui est en train de se passer. À quoi reconnaît-on qu'on rentre en France dans une campagne présidentielle en vue de reconduire les sortants? Eh bien, tu as toute une série de thèmes qui arrivent en boucle et qui se répètent, dont le thème de l'immigration, bien sûr, de l'insécurité, de l'islam et des islamistes, des chômeurs, des précaires. Un peu de la santé parce que c'est à la mode ces derniers temps avec le contexte. Hein, oui. Voilà, un petit peu, mais... Surtout le virus, hein, pas trop les hôpitaux. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je l'indique, tout à fait. Fabrice. Voilà. Donc, disons que on sait par le recul historique, en tout cas ceux qui ne sont pas poissons rouges, que tout pouvoir en difficulté va chercher en permanence à masquer, au sens de masque, comme on les porte aujourd'hui, hein, à masquer la réalité des rapports sociaux, en vue de détourner les regards sur des questions qui sont, par rapport aux problématiques sociales essentielles, complètement annexes. Je ne dis pas que l'immigration n'est pas une question, puisque on va la traiter. Hein. Mais, si tu veux, du matin au soir, et globalement, quel que soit le parti politique, essentiellement à droite, se servir uniquement de ces mêmes thèmes, ça a comme seul objectif de noyer le poisson. Et le poisson dans l'eau. Hein. Donc, t'imagines la quantité d'eau qu'il faut pour noyer le poisson. Donc, on est d'accord. Si on ne fait pas, si tu veux, cette première remarque méthodologique et d'attirer l'attention là-dessus, je pense qu'on fait fausse route. Et je veux rappeler, il y a 3 ans, je fais paraître un truc sur Facebook et je vais le réutiliser, que j'ai retrouvé ce matin, juste avant de partir rejoindre Dany, et je me suis dit, franchement, faut que je le rappelle, quoi. Rappelez-vous, il y a un peu plus de 3 ans, Jupiter annonçait parce que c'est mon programme. Et il y a 3 ans, ça donnait 21 milliardaires possèdent autant que les 40% les plus pauvres. 1% les plus riches détiennent 23% des richesses nationales. Ça, c'est incroyable. La fraude fiscale pèse plus de 100 milliards d'euros par an. 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros par an, et je compte pas la TVA, c'est 25 milliards en plus. Notre pays abrite 9 millions de pauvres. Aujourd'hui, c'est plus 9 millions, c'est 10 millions. D'accord ? 3 millions de logements sont inoccupés, 600 000 logements indignes, 4 millions de mal logés. Les femmes ont en moyenne un salaire de 23% inférieur à celui des hommes. Et au passage, rappelons, il suffit de mettre l'égalité salariale homme-femme, vous entendez ? L'égalité salariale homme-femme, à qualification écoule, pour régler la question de la retraite à 60 ans pour tout le monde. Pour tout le monde. D'accord ? Et il n'y aurait pas de problème de déficit.
Bon. Il a retrouvé son énergie et sa voix, vous avez le constaté évidemment. Il montre les dents maintenant. Ouais. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans atteint 40% dans les quartiers défavorisés. Je vous fais pas le dessin à Marseille, il suffit d'aller un peu en dehors du centre-ville pour en voir la matérialité. Oui. Plus d'1 million de personnes en situation de handicap vivent sous le seuil de pauvreté. 11,5 millions de personnes en situation de précarité énergétique. Mais EDF a été privatisé et les prix de l'énergie ont augmenté de 30% ces derniers mois. Merci la privatisation, qui devait en théorie permettre aux consommateurs de gagner. Je vous en avais fait la démonstration l'autre fois. Et on rappelle juste sur la privatisation, Fabrice, rapidement, qu'elle est orchestrée depuis très longtemps et qu'elle a concerné à l'époque Orange, désormais La Poste, Voilà. EDF, et tout ce qui suit, les hôpitaux, enfin voilà, Mais la SNCF, voilà, c'est large. quand il n'y aura plus de service public, on sera privé de tout. C'est tout simple à dire. Il ne restera plus que Radio Galère, quoi. Voilà, C'est ce que tu veux dire. presque ça. On dénombre 52 000 décès prématurés du fait de la pollution de l'air. Voilà la réalité de la France, la réalité sociale de la France. Alors quand je vous dis que toute la discussion qui est faite en permanence sur la question de l'immigration, ça vise en effet à masquer cette réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, je peux pas le dire autrement. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut bien comprendre qu'aborder la question migratoire, on est sur une ligne de crête qu'on veut être intelligent et fin. Parce que tu peux rapidement basculer du côté de l'obscurantisme, je vous fais pas de dessin, voilà, qui prend pour comment en 40 on prenait du fait de la crise les juifs comme étant cause de la crise alors qu'ils étaient pour rien. C'est pas une religion qui est cause des difficultés, enfin de la crise économique et financière. Ou de l'autre côté, tu peux tomber aussi dans le piège de comme la terre appartient à personne, etc. Donc on ouvre les frontières. Mais tenir une ligne de crête qui consiste à essayer d'analyser lucidement ce qu'est la migration, pourquoi elle existe, quelles sont les problématiques que ça pose, et comment on peut régler cette question de manière humaine, c'est une ligne de crête. Et qu'il est très difficile de tenir. Et je vous le dis, écoutez bien, il y a très peu d'hommes politiques dans notre pays qui sont en mesure de tenir cette ligne de crête. Écoutez bien. Alors, premier point, affirmons ceci. Nous sommes toutes et tous migrants, depuis le début, c'est-à-dire depuis Néandertal. Et rajoutons que même s'il y a encore un débat entre scientifiques sur le lieu exact du départ, nous venons tous d'Afrique. Néandertal et Sapiens. D'accord? Et Homo erectus, il a migré. Nous venons tous d'Afrique. Hein? Et les différenciations de pigmentation de peau et d'autres choses sont liées justement aux conséquences de ces migrations qui font que des populations ont peuplé le monde, la Terre, qui en plus au tout début, il n'y avait pas les continents, on était dans ce qu'on appelle la pongée, c'est-à-dire il n'y avait qu'une seule Terre. Et c'est du fait de la tectonique des plaques que les continents se sont formés et que les mers ont divisé les différents continents. Tout le mal vient de là. Tout le mal vient de là. Je sais pas si... Non, mais toujours est-il que par la suite, les populations ayant migré et s'étant définitivement installées dans des parties de la Terre, eh ben, il y a eu des évolutions et des différenciations liées au climat, au soleil, à tout ce que vous voulez. Mais, à l'origine, nous sommes tous noirs. S'il fallait dire que l'Africain Homo erectus ou Homo néandertal était noir. Je ne sais pas, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'on vient tous d'Afrique. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'humain, du fait de sa constitution, pas forcément physique, mais surtout intellectuelle, parce que ce sont nos neurones, la capacité neuronale de notre cerveau, qui est la différence essentielle avec les autres espèces vivantes.
C'est ça qui fait la différence. Et qui fait qu'en définitive, nous sommes le prédateur de la Terre. C'est nous qui dominons. Nous dominons par notre cerveau, pas par nos mains et nos muscles qui sont plus faibles. Tu prends beaucoup d'animaux, l'ours, le loup et tout ça, ou le lion, tu pèses pas, ou l'éléphant, tu pèses rien en face. En fait, tu pèses par ton cerveau qui te permet de créer les outils de ta domination. Hein? Donc, c'est ce qui se passe sous la boîte crânienne. Intéressante. Bon. Et du fait de cette constitution, l'homme a eu des pulsions. Et la pulsion humaine de base, c'est chercher à découvrir. Donc, tu as quelque part une pulsion, une envie d'aller chercher ailleurs. On est sorti d'Afrique. Et donc, on est sorti d'Afrique. Alors, on est sorti d'Afrique pour deux raisons. Il y avait cette pulsion que je viens de raconter, mais il y a eu aussi, y compris en Afrique, des accidents géologiques qui ont précipité des séparations entre différentes tribus, certaines se retrouvant dans la savane, d'autres dans les plaines, et d'autres encore dans les montagnes. Donc ça fait des différenciations. D'accord ? Et les peuples de l'époque ont dû s'adapter et migrer vers les contrées qui leur apparaissaient comme étant les plus pacifiques. Rappelons qu'à l'époque, nous étions tous nomades. Nous n'étions pas sédentaires. Nous étions tous nomades parce que nous étions dans l'incapacité de gérer notre environnement. Pire, c'est du fait qu'on brûlait entre guillemets, l'environnement qui nous permettait de vivre, qu'une fois la terre épuisée, de fruits, du gibier, des poissons, l'homme était obligé de partir. D'où son nomadisme et ce qu'on a appelé le nomadisme tribal. Il a donc fallu une première révolution pour que on passe du nomadisme à ce qu'on appelle devenir sédentaire. Pour devenir sédentaire, l'homme a commencé à apprendre à gérer son environnement. Et c'est là où il a construit des huttes, il a pu pêcher, il a chassé le gibier tout en maintenant, si tu veux, le fait qu'il n'y ait pas épuisement du gibier. Et il a commencé aussi l'agriculture, c'est-à-dire le moyen pour lui de travailler la terre en vue de pouvoir le nourrir. Si on ne refait pas toute cette histoire, on ne comprend rien. Une sorte de prolétariat, hein, on peut l'évoquer un peu comme ça. Il y a nos stagiaires qui sont là, ils apprennent beaucoup en t'écoutant. Tout à fait. Je rappelle qu'on est en direct sur les ondes de Radio Galère avec Fabrice Aubert et Dany Breuer qui nous parlent donc des migrations et qui nous parlent évidemment d'économie, mais d'économie. Il est 9h05. Dire, mais c'est les racines de l'économie. Mais tout à fait. 9h05 sur les ondes Radio Galère, toujours avec Fabrice Aubert dans son argumentaire et son éclairage extrêmement intéressant sur les migrations. Je passe beaucoup d'années et on tombe sur, en Méditerranée, les Grecs et le début de ce qu'on appelle le commerce. Le commerce entre les ports. Les échanges. Voilà, les échanges. Et les échanges ont été des moyens à la fois de commercer, mais quand ça se passait mal, le commerce se finissait en guerre. Rappelons que la guerre de Troie n'a pas eu lieu du fait de la beauté du cul de la belle Hélène, excusez-moi l'expression. Dommage. Modère tes propos. Modérez vos propos. Oh, c'est pas ça, c'est la romance. Tout à fait. Mais dans la réalité, c'est parce que le port de Troie concurrençait les ports grecs et qu'il fallait. Le port PORT, c'est ça. PORT, oui. Pas PORC. Pas balance ton port, on l'a bien saisi. Et donc, comme le port de Troie concurrençait les ports grecs, il a fallu le concurrencer jusqu'au bout, c'est-à-dire lui faire la guerre et le détruire. Et le port de Troie a été détruit. Donc on voit bien d'ailleurs que la guerre est une des conséquences du libre commerce. Hein, mais du commerce, ou ça, pourquoi parce que le commerce, par priorité, il est libre. C'est-à-dire que, en fait, c'est le... Voilà, donc, du commerce, il est du commerce. libre. Mais c'est le commerçant qui impose ses prix. Nous sommes d'accord? Alors qu'on dit libre commerce. Demande aux pays sous-développés d'Afrique aujourd'hui, où ils en sont. Mais là, on fait un bond. Mais, j'y reviens, c'est aussi un moyen d'échange, le commerce, c'est incontestable.
ça crée des comptoirs. Et rappelons, puisque nous sommes à Marseille, que Marseille est né de la rencontre d'un Grec avec une Marseillaise. Oui. L'immigré, tu veux dire. Il y a L'immigré qui rencontre Voilà. autochtone. Il y a plus de 2600 ans, c'est pour ça qu'on appelle la cité phocéenne aussi. Voilà, phocéenne absolument. Et on a encore aujourd'hui au centre-ville les vestiges du port grec de Marseille. Hein. Je saute encore parce que on n'a pas le temps de développer tout ça, mais ça fait partie d'une réalité. On est passé du commerce à une logique de colonisation. La colonisation est une certaine forme de commerce, c'est-à-dire, ça a été le moyen, quand tu regardes l'Afrique, par quel pays possédait l'Afrique, c'était essentiellement la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique. D'accord ? Qui se partageaient l'Afrique. Or, la colonisation, ça a été un moyen, si tu veux, de pouvoir conquérir à la fois des espaces territoriaux, mais surtout des matières premières, sur lesquelles s'appuyaient les industriels, notamment marseillais, et la bourgeoisie marseillaise, pour faire venir à Marseille, mais je l'ai déjà raconté, les matières premières à vil prix, pouvoir les fabriquer sur place dans ce qu'on appelait l'Interland, et après les réexporter. Hein. N'oublions pas, parce que ça c'est jamais raconté, hein, et notamment par Mister Z, mais la guerre de 1914, la grande boucherie, qui a donné naissance au Parti communiste par la suite, puisque la SFIO, ça c'est pour faire le lien avec ce que disait Dany, hein, puisque le Parti communiste s'est créé sur la paix, là où la SFIO avait voté après l'assassinat de Jaurès, les pleins pouvoirs pour la guerre. Il faut s'en rappeler. Mais donc la grande boucherie, la cause initiale, c'est les guerres coloniales en Afrique. La cause de profonde initiale. C'est du fait des colonies. C'est le partage du gâteau. C'est le partage du gâteau. Par la suite, on a eu la poursuite de la colonisation par la décolonisation. Mais c'est une décolonisation hypocrite, puisqu'en fait, les patrons de Peugeot, Renault, Citroën allaient en Afrique, en Algérie, au Maroc, dans les Casbah, et montaient sur les tonneaux, comme un syndicaliste, pour appeler les jeunes à venir embarquer sur le bateau pour servir de main-d'œuvre précarisée et moins chère dans les usines de fabrication automobile. Donc si tu veux, après la colonisation, il y a une décolonisation hypocrite, puisque c'est un mouvement inverse qui s'est fait, où le mouvement d'immigration a permis, toujours pour la même logique, d'essayer de baisser les coûts du travail en France. Tu vois, on parle du coût du travail. On a fait venir les colonisés en France parce qu'on ne pouvait plus les exploiter. Voilà, exactement. Voilà, ça. Écoute, mieux que moi, tu l'as dit. Non, ça je pas. Là. Si. Bon, les causes des migrations actuelles, parce qu'il faut essayer de comprendre, eh ben, quand j'étais en licence, c'est ce qu'on apprenait. C'est en Afrique qu'a été mis en place pour la première fois ce qu'on appelle le PASS. Le PASS, c'est quoi? C'est le programme d'ajustement structurel. Le programme d'ajustement structurel, ça a été imposé par le FMI. C'était de dire aux pays africains, puisque vous êtes endettés, vous n'en sortez pas, déjà la dette. On va vous donner de l'argent, mais alors, vous allez privatiser vos services publics. Tu vois, on ne connaît pas en France ça. Hein. Vous allez ouvrir votre commerce. Vous allez abandonner vos cultures vivrières, parce qu'auparavant l'Afrique était autosuffisante en termes alimentaires, et vous allez transformer ça en culture d'exportation, c'est-à-dire pour les marchés mondiaux, n'est-ce pas? Début de la mondialisation. Et quand vous allez avoir ces marchandises qui vont venir sur le marché mondial, elles vont être achetées. Vous allez récupérer des devises. Avec ces devises, vous allez pouvoir acheter des machines et vous allez pouvoir vous industrialiser et développer votre pays. Le problème qui s'est passé est complètement fou, c'est que en substituant de la culture d'exportation à la culture vivrière, les Africains n'avaient plus de culture vivrière. Donc ils dépendaient des cultures venant des autres pays pour manger. Donc ça a généré la faim. Quand les marchandises d'exportation sont venues sur le marché, il y en avait tellement par rapport à une demande qui était à peu près constante que les prix se sont écroulés. Et au lieu d'avoir des devises pour pouvoir acheter des machines et se développer,
ils ont récupéré les dettes. Et ils se sont encore plus endettés. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, on le rappelle, quand on parle de la dette, la fameuse dette. Absolument. Et ça, de fait, c'est cette paupérisation de l'Afrique, conséquence des politiques menées par le FMI et la Banque mondiale, qui a paupérisé l'Afrique, qui a poussé les populations à partir chercher un avenir meilleur. S'y rajoutent toutes les guerres qu'on leur a fait. Enfin, je veux dire que l'Irak, c'est pas les migrants qui l'ont fait. La guerre en Irak, la guerre en Libye, le fait que les États-Unis, au nom de leur empire, aient fait des guerres partout. Savez-vous que les États-Unis ont été tout le temps en guerre pratiquement depuis 1945 avec le monde entier, que c'est la première nation en termes de budget militaire et qui continue, tout en accusant la Chine d'être le danger premier. Donc, vous voyez, ce sont des choses de folie qu'on traite. Et on ne pourra jamais empêcher, vous pouvez construire tous les murs que vous voulez, si vous ne réglez pas les problèmes de fond initiaux, c'est-à-dire la question du développement des populations qui vivent en Afrique, mais vous ne pouvez pas empêcher une famille qui est en train de mourir de faim de partir, ou qui subit les bombardements. Elle va partir aussi. Enfin, qu'ont fait les Français en 40 devant l'avancée des Allemands, devant l'avancée des nazis, excusez-moi, devant l'avancée des nazis? C'est l'exode. C'est l'exode. Ils sont partis. Ils s'enfuient. Qu'ont fait les Espagnols au moment de la guerre d'Espagne? Ils sont venus chez nous. Et nous les avons accueillis. Et ils ont donné. Enfin, même en foot, Fernandez, c'est qui? Enfin, faut pas déconner, quoi. Mais Garcia, c'est qui? Tu es d'origine? Giroud. Ah! Nickel. Alors, bien. j'en profite. 9h15 sur les ondes Radio Galère. Il nous reste 10 petites minutes, toujours avec les économistes et Fabrice Aubert sur le volet de l'immigration, du grand remplacement, comme il est indiqué préalablement. Il nous reste moins de 10 minutes, cher Fabrice. Écoutez, moi, je sais pas, j'ai pratiquement fini, parce que si on comprend pas, là, qu'il y a une ligne de crête, les enfants qui débarquent sur nos côtes, on va les repousser à l'eau pour les tuer. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Voilà. Alors justement, on a reçu SOS Méditerranée la semaine dernière et évidemment, on ne peut que saluer leur intervention. Je voulais juste un truc, Fabrice, parler notamment, tu parles de désobéissance aux traités européens pour sortir du libre-échange. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ça me semble être intéressant et je l'espère aussi peut-être qu'on verra ce genre de thématique dans les prochains mois, puisqu'on rappelle qu'on est à 5 mois des élections présidentielles. Alors, ton avis là-dessus? Reprends ton fil. non, mais je vais y répondre à la question. Pourquoi il faut désobéir aux traités européens? Parce que si on obéit aux traités européens, eh ben on accepte la logique qu'ont subie les Africains. Et donc ça débouche sur les catastrophes. Et tout à l'heure, je t'ai fait la liste de toutes les conséquences sociales des politiques libérales, qui sont en train de s'accentuer. Donc il faut retrouver une autonomie financière, budgétaire, et ça veut dire que si tu veux mettre en œuvre une politique alternative de rupture et de bifurcation, comme dirait quelqu'un, eh ben, il faut que tu désobéisses aux traités européens. Et tu peux pas faire autrement. Moi, je voudrais quand même rappeler sur la question de la migration, hein, parce que c'est le cœur du sujet. Je crois qu'il y a eu, il faudrait vérifier, mais je sais que vous devez vous rappeler. Je crois qu'il y a eu 33 000 morts noyés en Méditerranée. Le chiffre est à peu près exact. Ouais, c'est ça. Avec OSS Méditerranée, on a vu. C'est à peu près ça. Voilà, c'est connu. C'est ce qui est connu, attention, c'est ce qui est connu, parce voilà. qu'il y a beaucoup qui disparaissent. Oui. Et on n'en sait strictement rien. Et par des passeurs qui sont payés, parce qu'en plus, rappelons, les migrants qui partent, ce sont les plus instruits et les plus riches. Parce qu'il faut payer les passeurs. Très cher d'ailleurs. Hein? Donc ce sont ceux qui peuvent... D'ailleurs, l'Allemagne, qui a une politique pourrie, il faut le dire, de Merkel, hein, la grande dame, tu sais. Pourquoi elle a une politique pourrie? Parce que sa politique antisociale a fait que les Allemands ne font plus d'enfants, d'accord? Parce qu'ils ont peur de l'avenir, vu les jobs à 1 euro. Bon. Et que donc, pour faire en sorte que l'industrie allemande trouve de la main-d'œuvre, Merkel a eu besoin d'importer de la main-d'œuvre.
Donc tu vois, on n'est plus dans l'immigration, on est dans le nomadisme salarial, esclavagiste. Parce qu'il faut dire les choses telles quelles. C'est du nomadisme salarial esclavagiste. Et donc, l'humanité, ça doit être pour nous quand les gens viennent chez nous, il faut les accueillir dignement. Il faut les traiter humainement. Surtout qu'il n'y en a pas tant que ça. Les 2000 ou 3000 à la frontière polonaise, je crois que ça fait un habitant par village, grosso modo. Des 36 000 communes. Tu vois un peu? C'est ridicule. Bon. Et, rappelons, parce que ça c'est jamais dit par les fomenteurs de crise sur cette question, mais l'essentiel des migrations ne se passe pas vers chez nous. Elle reste au sud. Pour les 3/4. Et tu n'as pas de grand remplacement. Tu as eu une évolution. Et heureusement que tu es là, parce que pour le rappeler, mais les migrants au début, ils étaient espagnols, italiens, grecs. Au moment de la crise grecque. Polonais, ils ont fait les mines. Ils ont fait les mines. Une des raisons de Germinal, c'est les Polonais qui se sont révoltés. Les anciens ouvriers polonais. D'accord? Et toujours pour la même raison. Exploiter le bournous. Bon. Donc tu vois, ce qu'il faut, on ne peut plus continuer dans le chemin dans lequel on est. Il faut rompre et bifurquer. Continuer, ça veut dire aller vers le précipice comme des moutons. Et j'en ai marre d'être un mouton. Moi, je suis insoumis par rapport à ça. C'est insupportable de traiter l'être humain comme ça. D'ailleurs, à quel titre on peut dire que la France, ça nous appartient? La France, ça nous appartient qu'à un seul titre. Au titre politique. Parce que nos frontières, c'est pas des frontières physiques, c'est des frontières politiques. Notre frontière politique, c'est liberté, égalité, fraternité. Et avec ça, t'es français. C'est pas la langue, c'est le contrat politique. Et ce contrat politique, il te dit pas, le jour où tu meurs, que tu pars avec la terre aux pieds. Non. Hein? Donc, on n'a aucune possession. La seule chose qui fait de nous des Français, c'est le contrat politique. Et c'est pas autre chose. Et tout individu, quelle que soit sa pigmentation, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa philosophie, moi j'ai pas de religion, j'ai une philosophie. Je veux dire que, en tant qu'être humain, il a le droit de vivre. Arrêtons d'exploiter à l'extérieur tous ces peuples juste pour nourrir le profit de quelques-uns. C'est le capitalisme qui est cause de tout ça. Et il faut le comprendre. Tu ne pourras pas régler les questions de migration humaine si tu ne remets pas d'abord en cause le capitalisme. Tous ceux qui te disent qu'ils veulent construire des murs, j'ai souvent cette image. Quand tu as une fuite d'eau chez toi, tu as deux solutions. Tu passes à Serpierre, mais alors tu passes à Serpierre en permanence. Ben, tous ceux qui te proposent de construire des murs par rapport aux migrations, ils passent à Serpierre. La seule solution qui te permet de régler le problème de ta fuite, c'est d'appeler le plombier. Il n'y a pas beaucoup de plombiers dans les hommes politiques qu'on connaît aujourd'hui. Appeler le plombier, ça veut dire que tu vas régler la question de la tuyauterie. C'est des tuyaux. Donc comment tu fais pour régler cette question? Eh bien, dès lors que tu donnes les moyens au peuple de se développer chez eux, ils ne partiront pas. Car ils sont déracinés. Chacun d'entre nous veut vivre là où il est né. Et n'a pas de vocation à partir. Nous ne sommes plus Néandertal ou Sapiens. Sauf si c'est son plaisir de partir. Les congés payés, Voilà. qui n'est pas le tourisme. Parce que le tourisme, c'est la transformation des congés payés en commerce. Tu comprends? Libre et non faussé. Et, dernier point très important. Je pense que tout le monde va être d'accord, nous sommes confrontés à un grand problème pour toute l'humanité, que le changement climatique. Sachez que selon les calculs de l'ONU, le changement climatique est en cours et qu'on ne pourra pas arrêter de toute façon, comme ça du jour au lendemain. C'est comme un bateau sur son air, il lui faut un certain temps. D'autant plus qu'on n'a toujours pas pris les mesures qu'il fallait. Exactement. On est d'accord sur la COP, mes cacahuètes. Là. Bon. Donc, eh ben, il a été calculé que dans les années qui viennent, du fait de la montée des eaux, un certain nombre d'îles vont disparaître. Des populations vont être obligées de
de partir, ils vont pas comparer les codes du travail. C'est déjà le cas. Et ça a été estimé à 120 millions de personnes. 120 millions. Donc comment on fait? On fait une guerre. Sans compter les problèmes de l'eau. L'eau, c'est 2% de l'eau potable sur Terre, c'est 2%. Hein, c'est pas la mer Méditerranée, elle est salée. Et dessaler l'eau de Méditerranée, c'est un pognon de dingue, comme dirait quelqu'un que tu connais. Bon. Donc, le seul moyen qu'on a, c'est de réfléchir tous ensemble et de trouver des solutions collectives qui permettent aux populations de vivre chez elles. Ça, c'est des solutions à l'international. Mais il nous reste 1 minute 30, pardon, je m'excuse de vous couper, il nous reste 1 minute 30. Peut-être Richard qui est peu intervenu, peut-être une question. Merci Fabrice en tout cas encore une fois pour ces éclairages. Il y a toujours évidemment une ADN, une identité. On rappelle que cette émission est un podcast, qu'elle est également sur la chaîne YouTube des économistes. Je vous invite à vous y rendre. Et non pas que Fabrice Aubert, mais il y a beaucoup de choses intéressantes, mais particulièrement Fabrice Aubert ces derniers temps sur les ondes de galère. Richard, il nous reste une petite minute, peut-être un ressenti, une question, et puis on se retrouvera l'année prochaine, nos économistes. Bon, il a vécu il y a 30 ans dans une zone... une cité populaire. Et qu'est-elle devenue aujourd'hui? Comment va-t-elle cette zone? Alors, j'en étais le président de l'amicale des locataires. Sur 200 oui, sur 200 logements, il y avait 150 logements qui étaient à notre association. Chaque année, on faisait le 24 décembre, on offrait le vin chaud et on faisait les feux de la Saint-Jean l'été. Et il y avait 300 personnes qui participaient. Donc on avait créé, c'est militant, hein, mais on avait créé une vie collective dans la cité. Ce qui fait que tout se passait bien. Tout le monde se connaissait. Les relations étaient humaines. On doit conclure, Fabrice, c'est plus le cas aujourd'hui? Non, enfin, en plus la commune est passée à droite. Oui. Donc c'est dramatique. Juste un dernier mot parce que... Je t'en prie rapidement parce qu'on est gêné. Elle s'appelait Méram, vous savez qu'elle est morte. Oui. Alors, pas en Méditerranée. Et donc j'ai écrit ça. Ils avaient la vie devant eux. Au nom du marché libre et non faussé, l'Union européenne leur a ouvert les bras de la mort et de la souffrance. Et malheureusement, c'est un cas parmi tant d'autres et c'est extrêmement dramatique. Merci Fabrice. Merci Dany Brouillet. On rappelle demain, à partir de 18h, au théâtre Tourski de Richard Martin. Vous aurez l'occasion de venir débattre et échanger avec des invités de qualité. Merci messieurs, merci Richard et Christian. Fabrice, à très bientôt. Passez de bonnes fêtes évidemment. On aura l'occasion de s'échanger quelques SMS parce que c'est inévitable. Et on aura l'occasion de vous retrouver pour la première de l'année 2022 en début janvier. Merci messieurs et merci aux économistes. Pause musicale et l'association.